Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. On le dit souvent, le mois de mai annonce le début des beaux jours. Cela reste encore à prouver. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le sport fait désormais place au dernier match et rencontre en jeu de la saison. En jeu une nouvelle fois à tous les étages et multisports ce week-end. Preuve en est avec le sommaire de ce soir. En rugby, après l'avoir remporté la semaine passée sur la pelouse de Blaye, le RC Sablé devait finir le travail devant son public. 5 points d'avance après le match aller. Cela a-t-il suffi hier après-midi? Réponse dans quelques instants. En tennis de table, la Ferrière voulait rêver jusqu'au bout et jusqu'à cette 19e et ultime journée de N2, nous avons suivi les Ferriérois sur leur dernier déplacement de la saison face à la Romagne. En jeu pour le vainqueur, un billet direct pour la N1. 1,85 chrono, aussi consacré en partie à l'actualité voile du week-end. Côté Figaro, la 21e édition de la Solo Maître Coq a rendu son verdict chez les IMOCA. La baie de New York est à vue pour la tête de la flotte de la Transat CIC. Nous irons aussi sur les traces des quelques 750 coureurs de la Marathon lyonnaise. 3 formats programme quelque peu modifiés par les conditions météo de cette fin de semaine. Et puis en fin d'émission, nous partirons à la découverte de quelques disciplines handisport. Voilà pour une partie du programme de ce soir. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. 85 chrono, c'est parti. C'est sur les parquets de basket que je vous propose de démarrer ce 85 chrono. La semaine dernière était décisive pour La Roche-Vendée Basket et après la gifle reçue jeudi soir face à Landerneau, les Tigresses étaient sommées de réagir pour leur dernier match à l'extérieur des playdowns. Le groupe de Manu Body était hier dimanche après-midi dans le Nord pour y affronter Saint-Amand-les-Eaux. Une formation bien mal en point et toujours sans victoire dans ce sprint final. La Roche prend les commandes dans les premières minutes après une entame où les deux équipes se jaugent. Les Amandinoises vont cependant rapidement relever la tête. Diakité et Moïse permettant aux Green Girls d'infliger un 12-0 lyonnaise et de prendre les devants. 19-17. Piqué au vif, le RVBC retrouve de l'allant, mais la partie est équilibrée. 28 partout avant que ne débute le show de Tiffany Clark et d'Anna Suarez. Résultat, les Vendéennes sont à plus 10 à la pause et mènent 45-35. Le groupe de Manu Body surfe sur cette belle dynamique au retour des vestiaires, affichant jusqu'à 15 longueurs d'avance. Mais Saint-Amand n'est jamais bien loin et colle au basket de La Roche. Plus que 3 petits points d'écart avant d'aborder les 10 dernières minutes. 61-58. Il manquera même un souffle aux nordistes pour reprendre la tête, mais les Tigresses maintiennent le cap. Une nouvelle fois bien emmenée par Anna Suarez, l'Espagnole, avec ses 25 points et 7 passes décisives, permet d'assurer l'essentiel. À retenir aussi l'excellente performance de Joy Adams dans la raquette avec 17 rebonds pris. Au courage et au mental, le RVBC s'extirpe du piège du Nord et s'impose 75-72 face à Saint-Amand. Les Lyonnaises terminent donc bien la semaine, mieux qu'elles ne l'avaient commencé en tout cas en allant décrocher une deuxième victoire en 4 rencontres. Et on va le voir au classement, chaque victoire est précieuse, celle-ci l'est tout autant. La Roche est 3e sur 4 dans ses playdowns. Landerneau réalise un 4 sur 4 et se rapproche à grands pas du maintien. Prochain match pour les Tigresses, ce sera ce vendredi aux Oudéry face à Charleville-Mézières. En cas de victoire, les Tigresses pourraient décrocher définitivement leur maintien en LFB. Et puis toujours en basket, cette fois en National 1 masculine, le championnat a lui rendu son verdict, du moins dans le groupe C. Le maintien était déjà acquis pour les Sables et les joueurs de Denis Mété ont parfaitement bouclé cette seconde phase avec une victoire 100-81 face à Besançon vendredi soir à la salle Beau Séjour. Avec ce 7e succès en 8 rencontres, les Vendéens réalisent un quasi sans faute, leur permettant de terminer à la première place de ce groupe. Et puis point final également à la saison du Vendée Chaland Basket. Le VCB, vous le savez, était engagé dans les playoffs de National 1 et pas d'exploit pour les Chalandais. Battus il y a 10 jours à Michel Vrignot en 8e de finale, aller face à Chartres. Chaland s'est incliné 91-63 en Eure-et-Loire jeudi soir. Fin de saison donc pour les joueurs de Sébastien Lambert et qui s'arrêtent en 8e de finale. On poursuit désormais avec des images de rink hockey. La Vendéenne avait coché ce week-end comme l'un des rendez-vous à ne pas manquer en cette fin de saison. Billet était pris pour la Bretagne et le Final Four de la Coupe de France. Samedi soir, les Rouges et Noirs retrouvaient Ploufragan en demi-finale. Et 10 secondes après le coup d'envoi de la seconde période, Geflo sert Manuel Mir qui ouvre la marque 1-0. 12 minutes plus tard, les costarmoricains viennent remettre les compteurs à égalité grâce à Wilfried Roux, un partout. Le match s'est débridé et le capitaine Nathan Geflo va venir porter le score à 2-1 en faveur des Rouges et Noirs. Avec de la ressource, Ploufragan recolle de nouveau, 2 partout, égalité après 50 minutes, place aux prolongations. Et pour la première fois, les jaunes et noirs vont mener dans ce match. Mathieu Leroux y va de son doublé, Ploufragan mène 3-2.
C'était sans compter sur la grinta des Vendéens. Marc Povedano égalise 2 minutes plus tard, 3 partout. L'issue va donc se jouer au tir au but. Et à cet exercice, ce sont les Ploufraganais qui s'en sortent le mieux avec 2 tirs convertis, 0 sur 4 côté lyonnais. Grosse désillusion donc pour le groupe de Marc Salicru qui s'arrête en demi-finale de la Coupe de France. La victoire revient dimanche à Dinan-Quévert face à Ploufragan en finale. Dinan-Quévert qui s'adjuge donc cette Coupe de France 2024 chez les garçons. Et puis chez les féminines, fin de saison en apothéose pour la sélection Loire-Atlantique Vendée. Une semaine après avoir été sacrée championne de France de N1 pour la première fois de son histoire, l'équipe entraînée par Federico Deguer s'est adjugée la Coupe de France. Vainqueur de Sevran en demi-finale, les Ligériennes l'ont emporté 2-1 en finale face à Coutras et réalisent ainsi un très beau doublé Coupe de France championnat. En rugby, maintenant, cap sur les Sables d'Olonne. Hier après-midi, le RC Sablé retrouvait son public à la rue de Lierre pour poursuivre l'aventure en phase finale de Fédéral 3. Les Azurés Blancs recevaient Blaye pour ce 32e de finale retour, une rencontre que les Vendéens abordaient avec 5 points d'avance suite à leur victoire une semaine plus tôt en Gironde, 30-25. Et les deux formations se sont livrées un duel après exaltant hier après-midi. Peu avant le quart d'heure de jeu, les Sablés vont venir inscrire le premier essai de la partie signé Joshua Navabal, 5-3 pour le RCS. Les Girondins jouent crânement leur chance dans ce début de rencontre et virent en tête quelques instants plus tard. Rémi Lamarque aplatit et transforme lui-même. Blaye est devant 10-5, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Mais le groupe de Julien Chastanet et Benjamin Chaub inverse la tendance. D'abord avec cette pénalité de Clément Hébert, puis un deuxième essai sur le flanc droit. Superbe jeu au pied d'Inoké, Naïsili pour permettre à Josateki Naïsili de porter le score à 13-10 en faveur des Sablais. Hébert s'occupe de convertir et les Sablais sont en tête à la pause 15-10. Mais les Girondins ne vont pas rendre la tâche aisée aux locaux. À la 47e minute, Blaye inscrit un nouvel essai par compagnon. Et avec la transformation de la marque, les visiteurs reprennent les devants 17-15. Invaincu à domicile cette saison, le rugby sablé entend bien poursuivre la série. Il faut attendre l'heure de jeu pour que les Azurés Blancs repassent en tête. Essai de Fatafei, 20-17 pour le RCS. Une nouvelle fois, Blaye est au combat et joue son va-tout avec un dernier essai inscrit à quelques secondes du terme. 22-20 en faveur des visiteurs. Avant la délivrance et une ultime pénalité obtenue, la victoire est au bout du pied de Clément Hébert. Ce dernier ne tremble pas. Les Sablais s'imposent 23-22 face à Blaye et verront les 16e de finale de la Fédérale 3. Cela valait bien le traditionnel hymne sablais d'après victoire intitulé Partons, la mer est belle. On écoute les réactions des deux coachs au micro de Thibaut Grasset. Les matchs de phase finale, on sait très bien que là tout le monde veut les gagner, ceux-là, c'est les meilleurs. On se travaille toute une saison pour ces matchs-là. Donc bien sûr on connaissait les qualités de Blaye et cette vitesse de jeu, les joueurs qu'ils ont d'expérience aussi. On avait vu qu'ils avaient terminé la saison très fort. C'est de bon augure pour la suite de la saison. Après, on a préparé de la meilleure des façons, on a essayé de se renseigner un peu sur eux bien sûr, mais surtout se concentrer sur nous, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on maîtrise, pour essayer de le faire au mieux. Alors oui, il y a des choses qui ont été très bien, d'autres un peu moins forcément, mais quel dénouement et quel plaisir de procurer encore ça, que les joueurs nous procurent bien sûr, mais aussi au public qui est venu nombreux aujourd'hui, ça nous récompense vraiment de la saison qui est faite. On passe encore une étape, maintenant place au 16e qu'on va préparer assidûment. Dans l'objectif de la semaine, on voulait être au bras de fer et avoir cette balle de marque dans les dernières secondes. On se l'est offert et je suis très fier de mes joueurs, très fier. Très fier, un groupe de 22 joueurs avec 16 joueurs issus de l'école de rugby. Après, avec des joueurs de maturité qu'on a fait revenir cette année pour nous encadrer nos jeunes, comme les frères Lamarque, le 10, le 13. J'aurais aimé qu'on prenne le score un peu plus tôt à la 70e et voir s'ils allaient montrer de la fébrilité ou pas. Mais après, je pense qu'ils ont une équipe à ne pas être fébrile. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je pense qu'il faut qu'ils montent. Parce que voilà, point de vue gabarit, je pense qu'ils ont de quoi aller plus haut et ils n'ont rien à faire en Fédéral 3. Voilà. Pour moi, il faut qu'ils montent. Prochain rendez-vous donc pour les Sablés en 16e de finale. Les Vendéens connaissent déjà leur adversaire. Ce sera l'équipe de Rivesaltes-Bachas. Match aller dans les Pyrénées-Orientales le 19 mai avant le retour à la rue de Lierre dans 3 semaines le 26 mai. Avant de passer à la suite, un rapide mot de handball avec le classement de National 1 masculine. Samedi soir se tenait la 25e et avant-dernière journée du championnat. En déplacement à Livry-Gargan-Pouzauges s'incline 38-29. Le PVHB, vous le voyez, demeure lanterne rouge et le restera jusqu'à la fin de saison. Dénouement de la N1 dans 3 semaines avec le dernier match à domicile face à Nantes.
Une fois n'est pas coutume, nous suivions ce week-end une équipe vendéenne hors de ses bases. En tennis de table, l'épilogue de la saison de N2 offrait une dernière affiche dans le Maine-et-Loire pour l'US La Ferrière. Et quelle affiche, puisque 2 équipes invaincues sur cette seconde phase se retrouvaient samedi soir pour se disputer la montée en National 1. Rien que ça, sur le papier, c'est bien l'équipe réserve de la Romagne qui part favorite, mais le groupe du capitaine Mathieu Perdriau comptait bien faire déjouer les Romagnons. Avec une diaspora vendéenne venue en nombre, le Stella Sport Tennis de table, la Romagne réalise un 4/4 sur la première salve de simple. Perdriau, Merlet, Bossis et Thomas s'inclinent respectivement 4-7. Les Ferriérois sont désormais condamnés à l'exploit pour espérer jouer en N1. Mathieu Perdriau va être tout proche d'apporter le premier point à son équipe, mais le capitaine des Vendéens est finalement défait dans le 5e set face à Antonin Landreau. Nouveau revers pour Anatole Merlet en 3-7 secs, ainsi que pour Arthur Thomas pour sa part en 4 manches. Il faudra attendre l'ultime simple, celui du Benjamin de l'équipe Axel Bossis, tout juste 15 ans, pour voir la Ferrière décrocher son premier point dans cette rencontre, une victoire au panache en 5-7 et après avoir été mené 2 manches à rien face au capitaine Romagnon. Sur les doubles, les paires Perdriau, Merlet et Bossis-Thomas s'inclineront toutes les deux et c'est donc la Romagne qui l'emporte et qui évoluera en N1 l'an prochain. Victoire 8-1 dans une très chaude ambiance et devant des gradins largement garnis du bleu des Ferriérois. Double réaction au micro de Sandrine Pelletier, celle des 2 capitaines du soir. On voit rapidement une équipe qui est habituée à la N1 et une équipe qui est très jeune sur le haut tableau N2. Donc les matchs sont accrochés. On n'a pas pris une volée comme certains nous avaient prédit, mais au moment important, la différence elle est là, ils sont au-dessus de nous et ça fait 8-1 à la fin, quoi. Axel s'est super bien battu, comme je lui ai dit, il y avait 7 pour les autres. On savait que la montée elle était terminée parce qu'on ne pouvait pas faire match nul, il fallait absolument gagner. Axel il a les championnats de France la semaine prochaine junior, il a les championnats de France cadets qui vont arriver bientôt. Je lui ai dit prends-le comme un entraînement, arrache-toi, des matchs comme ça peut faire du bien au moral. Et il a vraiment été le chercher, il s'est battu, ça fait plaisir au public aussi qui est venu en nombre. Et c'était important pour eux d'avoir un match comme ça. Le public, ça fait beaucoup pour notre équipe, beaucoup. C'était un plaisir de fou de jouer dans cette ambiance-là. Une fierté pour nous, on avait dit on voulait que ce soit un jour de fête, quoi qu'il arrive, qu'on gagne, qu'on perde. Et c'est réussi. Et on les remercie énormément parce que c'est grâce à eux aussi qu'on en est là. Je pense que sur des matchs comme ça, c'est vraiment 50-50. On n'avait pas un avantage, on avait juste sur le papier, mais en vrai, à la table, je pense que c'est une très belle équipe de la Ferrière. On savait très bien, et qui joue vraiment bien. Du coup, tous les matchs ont été difficiles à gagner. Même si le score 8-1, on pourrait croire que ça a été facile, mais en fait non, tous les matchs ont été vraiment difficiles à gagner. Finalement, en étant sérieux, en étant toujours battant et à ne jamais rien lâcher, du coup on a gagné 8-1. C'est donc la Romagne qui prend l'ascenseur pour la National 1 et ce, une saison seulement après l'avoir quitté. Les Ferriérois peuvent cependant être fiers de leur très belle deuxième partie de saison. Les Vendéens bouclent cette seconde phase sur la deuxième marche du podium avec pour seule et unique défaite celle subie ce week-end chez le néo-promu. Rendez-vous donc désormais la saison prochaine toujours en N2. Tout autre sport et tout autre objectif ce week-end en volleyball. Montaigu-Vendée-Bouferré jouait son maintien en N3 masculine sur cette 22e et ultime journée et ça passe pour le MVBVB battu 3-0 sur le terrain de Ramonville hier après-midi. Les coéquipiers de Khalid Satour profitent de la défaite dans le même temps de Saint-Herblain. Bilan pour un petit point d'avance sur la zone rouge. Montaigu-Vendée-Bouferré termine 9e comme premier non relégable et sauve sa place en N3. Et puis club de fin, cette saison également du côté de la Nationale 3 féminine, déjà mathématiquement reléguées, les Boufférennes se sont inclinées 3-7-1 à Neuville à l'occasion de la 22e journée. Les joueuses du Gaumoussion bouclent la saison en 11e et avant-dernière place. Le promu vendéen retrouvera l'après-nationale la saison prochaine. Allez, pour la suite, je vous invite hors les murs des gymnases pour ouvrir la page voile de ce soir pour ce qui était l'un des événements majeurs de la semaine écoulée. Pendant 8 jours, 34 skippers de la classe Figaro s'étaient établis au Sable d'Olonne pour la solo Maître Coq, 21e édition, une compétition qui faisait figure de deuxième étape pour le championnat de France de course au large. Les premières courses inshore avaient été lancées mardi et mercredi. Le grand événement attendu était surtout à suivre dès jeudi avec le départ de la grande course et son parcours de 320 000. Un parcours modifié cette année avec un profil de course plus hauturier. Après une descente vers l'île de Ré et l'île d'Oléron, les figaristes se devaient ensuite de rallier un point de passage situé dans le milieu du golfe de Gascogne et ce avant de reprendre la direction des Sables d'Olonne. Et à l'arrivée ici, vous le voyez, à 11h46, très précisément samedi matin, première victoire sur le circuit Figaro pour Gaston Morvan. Le skipper région Bretagne CMB Performance devance Basile Bourgnon et Arnaud Biston, le Brestois de 26 ans. On l'écoute. C'était intense, surtout la fin de dernier quart de course là, la nuit dernière et ce matin c'était super dur, beaucoup de vent, hyper instable. Puis il fallait être dessus, c'était à la limite de tout casser je pense.
Des fois, je me demandais un peu si ça allait tenir, le mât, les voiles et tout, mais ça a tenu, c'était plutôt bien. Et non, une belle course, un beau match du début à la fin. J'ai réussi à passer en tête la boîte de dégagement. Donc ça, j'étais content de prendre un beau départ. Et après, ça a bien joué sur le bord de Portant vers l'île de Ré, Oléron. On arrivait dans des endroits que je connaissais pas trop. C'était sympa de changer de parcours et d'aller aller comme ça le long de la côte. Il y avait pas mal de petits quoi à faire. C'était intéressant. Et après, parti plutôt sur un truc un peu plus, une course un peu plus en mode large, un peu comme on a sur la solitaire avec le waypoint dans le golfe de Gascogne. C'est loin des côtes. Donc là, ça change un peu de physionomie de la course. Ça passait plus sur du large, sur la météo, la stratégie à long terme. Heureusement, j'ai réussi à sauver les meubles de justesse, mais juste bien pour gagner ma première course en Figaro. Je suis hyper content de cette victoire. Voilà donc pour l'actualité des Figaro. Une autre classe a fait parler d'elle cette semaine et continue de faire parler, celle des IMOCA. Dimanche 28 avril, 33 skippers ont pris le départ de la Transat CIC, départ de Lorient pour rallier New York. Nous sommes entrés aujourd'hui dans le 8e jour de course et 26 concurrents sont toujours présents, parmi lesquels Sébastien Simon, que vous voyez ici sur Groupe Dubreuil en 10e position. La flotte IMOCA est toujours menée par le skipper de Paprec-Arkea, Johan Richomme. Ce dernier est talonné par Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer. Premières arrivées imminentes puisque Richomme n'était plus à 17h qu'à 43 000 de la ligne d'arrivée située, on le rappelle, à 110 000 nautiques des côtes américaines. Retour les pieds sur terre pour cette dernière partie de 85 chrono et direction La Roche-sur-Yon où se tenait hier dimanche la 20e édition de la Marath Yonnaise, une course qui s'est tenue dans des conditions un peu particulières pour les 750 inscrits et ce dû notamment aux conditions météo peu clémentes du week-end. Le parcours de certaines courses a par exemple été revu et ce quelques heures avant les premiers départs dimanche. La grande course en solitaire de 42 km n'a pas pu se tenir. En revanche, les 3 autres formats ont été maintenus, parmi lesquels le 42 km par équipe. Il s'agissait là d'une boucle réduite de moins de 2 km à effectuer à 22 reprises. 2 courses individuelles étaient également au menu sur 25 et 14 km. Sur cette dernière distance, le plus rapide a été Romain Faye, le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon, devance Émeric Petit et Benjamin Coulet. Sur 25 km, la victoire revient à Alex Pro pour le club de Passé. Théo Alano et Sébastien Trichet complètent le podium. Et puis enfin sur le relais de l'épreuve Rennes, le 42 km, la victoire revient à l'équipe. C'est qui les patrons après un peu plus de 2h49. Je vous propose justement de retrouver le trio au micro de Sandrine Pelletier. Mais avant cela, un mot avec l'un des membres du comité d'organisation, Éric Manteau. En fait, on devait traverser Lyon sur la toute fin du parcours. On a eu un souci de passage sur une propriété privée. On a une autorisation qui ne nous est pas parvenue. Et donc on devait passer sur Lyon. On a fait un petit pont. On avait l'autorisation de tous les services. Et il se trouve qu'avec les conditions météo d'hier, Vendéo a fait un lâcher au niveau du barrage de Moulins-Papon, et ce qui fait que le pont ne pouvait plus tenir et on avait un problème de sécurité vis-à-vis des coureurs. Donc on a changé les parcours. Dès ce matin, au pied levé, à 6h, on a pris la décision de modifier un petit peu les parcours. Initialement, on devait avoir un parcours beaucoup plus technique sur la fin. On devait passer du côté de la carrière des Coups et on avait un parcours beaucoup plus technique. On avait trouvé cette petite variante qui était vraiment super sympa. On est un peu déçus. Bon, ce sera que partie remise, on essaiera de faire ça les prochaines années. De fait, on est sur un parcours un peu plus urbain pour la boucle de 1,8 km. Sur le 14 et le 25, on a toujours des parties chemins, quelques petits chemins, ce qu'on appelle single, des petits chemins étroits dans les bois. Et vu les conditions, ça va être plutôt gras. Je pense que les coureurs vont arriver avec les chaussures un peu crottées. C'était un peu gras, après ça allait, c'était cool parce que c'était des petits tours. Donc on pouvait aller rapidement, c'était bien. On s'est organisé comme ça, on faisait 3 tours, un tour, pour qu'on aille vite quand même et qu'on écrase la concurrence. Partir avec les premiers, voir ce que ça donnait, et puis en fait après j'ai vu que ça partait pas non plus trop vite, du coup j'ai continué à mon allure et puis au fur et à mesure on a pris les devants, mais c'était surtout se faire plaisir aujourd'hui, c'était ça le principal. À noter enfin que la Marath Yonnaise était en deuil pour son 20e anniversaire. La course a tenu à rendre hommage à l'un de ses bénévoles décédé tragiquement en début de semaine dernière dans un accident de la route. Il était âgé de 59 ans. De l'autre côté de l'Atlantique, à présent, une information athlétisme à vous communiquer qui concerne Louise Maraval. L'athlète de l'Entente-Sèvres était ce week-end aux Bahamas avec l'équipe de France d'athlétisme. L'objectif était de qualifier le relais mixte du 4x400 pour les JO. Et c'est chose faite. Le quatuor Jordier, Brossier, Biron et donc Louise Maraval permettent au relais tricolore de décrocher son quota. Pour Paris 2024, reste désormais à savoir si Louise Maraval fera partie de la délégation d'athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Tous les signaux semblent en tout cas au vert pour l'athlète de bientôt 23 ans. Les sélections définitives seront connues, elles, au début du mois de juillet.
On parlait des Sables d'Olonne, je vous propose d'y retourner justement pour y découvrir un événement qui a investi le gymnase des Sauniers ce samedi. Le temps d'une matinée à la mission locale Vendée Atlantique proposait un temps de découverte de plusieurs disciplines handisport, le tout gratuitement et ouvert à tous. Le but, informer et sensibiliser le public à ces pratiques telles que le volley et le tennis de table assis ou encore le cécifoot qui consiste à jouer au football sans aucun repère visuel. Vous le voyez ici, totalement masqué, en étant seulement guidé par la voix et un ballon sonore. Plusieurs clubs sportifs sablés comme les Sables d'Olonne Futsal, les Sables Vendée Tennis de table et l'association Les Colibris sont venus encadrer les volontaires sur cette matinée. Quelques réactions au micro de Thibaut Grasset, celle de Sophie Delaunay, organisatrice de l'événement, ainsi que Romain qui s'est essayé lui aux 3 disciplines. À la base, on voulait juste faire une journée de sensibilisation pour montrer que en fait, tout le monde peut faire du sport en fait. C'est pas réservé qu'aux personnes qu'on dit valides. On a choisi le handisport plutôt que le sport adapté pour faciliter la pratique et la démonstration. On visait un peu plus les jeunes, forcément vu qu'on est de la mission locale et que c'est plus pour les jeunes, mais après tous les publics étaient accueillis et ça fait énormément plaisir qu'il y ait plein d'âges différents qui soient venus. Je trouve ça très fun, le fait qu'il y ait plein de gens d'âges différents en fait. Le volley, c'est ma passion, c'est mon loisir. Donc c'est vrai que de jouer assis, donc tous jouent avec les bras, on doit rester les fesses clouées au sol. On n'a pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes repères. Et puis le tennis de table, de jouer sur les fameuses boules là. On a le réflexe de sautiller dessus tout de suite pour imiter le déplacement quand on est debout. Un vrai plaisir de rencontrer ces différents sports et de comprendre un petit peu les différents fonctionnements. J'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà pour toute l'actualité sportive de ce lundi 6 mai 2024. Le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, vous le savez, mais exceptionnellement, pas de 85 chrono ce jeudi. Petite trêve, mais pas de panique. Le sport revient dès lundi, dès 8h45 dans le journal des sports avec la reprise de la matinale, puis à 18h45 lundi soir pour 85 chrono. D'ici là, très belle soirée à tous et bon week-end prolongé. Salut!